Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, qui vient d'ouvrir ses portes. Nous avons posé nos caméras pour 3 jours d'échanges et de débats avec des experts, des entreprises, des architectes, des associations du secteur patrimonial. Ce Forum du patrimoine est organisé par Atelier d'Art de France et le magazine Atrium. Le campus mode, métiers d'art et design est implanté au cœur des manufactures des Gobelins à Paris. Ce campus a lancé un vaste programme de recherche visant à mieux transmettre les gestes des métiers d'art. Cela passe par la constitution d'une véritable documentation de ces métiers et notamment la numérisation des gestes. Pour en parler sur le plateau, je reçois 3 acteurs de ce projet. Tout d'abord, Héloïse Leboucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice opérationnelle du campus mode, métiers d'art et design. Oui, tout à fait. À vos côtés, monsieur Grégoire Talon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur du Conservatoire des gestes de métiers d'art et de fabrication au sein de ce campus. Je confirme. Et enfin, Marie-Alice Scaper, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du CERFAV, le Centre européen de recherche et de formation aux arts verriers. Absolument. Alors peut-être pour commencer, peut-on présenter le campus en quelques mots ? Alors, en quelques mots, pour faire synthétique, le campus, c'est un réseau d'acteurs centré autour de la formation dans les domaines des métiers d'art, du design et de la mode, qui se situe au sein de la manufacture des Gobelins, dont le Mobilier National est un des membres fondateurs. Et ce réseau d'acteurs, il a été mis en place à l'initiative de l'Académie de Paris et de l'Académie de Créteil, avec la région Île-de-France, pour fédérer dans une dynamique commune des organismes de formation qui dispensent et qui délivrent des diplômes sur des niveaux CAP, brevet de métier d'art, mais aussi des formations d'enseignement supérieur, notamment les diplômes nationaux métiers d'art et design. Et ensemble, tous ces membres qui sont... alors on compte 50 établissements de formation qui font partie du campus, qui sont tous franciliens, auxquels s'ajoutent des institutions culturelles, des entreprises partenaires. Et donc tous ensemble, au sein de ce réseau, on travaille à développer des actions qui permettent de valoriser ces formations et ces métiers. De développer donc leur attractivité, parce qu'on est sur des secteurs où il y a des enjeux importants d'attractivité et de transmission. On développe aussi un certain nombre de programmes pour soutenir l'innovation et la recherche, des programmes aussi sur le déploiement à l'international, et puis des dispositifs qui permettent de renforcer les parcours de formation pour s'assurer que la transmission se fasse au mieux et que les générations futures soient à même de porter haut les couleurs des savoir-faire français dans le domaine des métiers d'art, mais aussi du design et de la mode. Très bien, merci. Donc l'un des projets qui est développé par le campus, c'est le sujet de la numérisation des gestes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste ? Quels sont les enjeux de ce projet ? Bonjour. Effectivement, le projet du Conservatoire des gestes est un projet qui est certes porté par le campus MOMAD, mais en préambule, je voudrais rappeler que c'est un projet qui bénéficie d'un programme d'investissement d'avenir, c'est-à-dire qu'il est soutenu par le gouvernement avec un budget conséquent qui nous permet d'être ambitieux. Ce budget, ce soutien, en fait, dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, c'est un AMI, c'est-à-dire un appel à manifestation d'intérêt, CMA, compétences et métiers d'avenir, qui nous vaut la chance d'être soutenu donc, sur le programme France 2030 avec plus de 17 partenaires à l'heure actuelle. Et 17 partenaires, c'est pas de trop pour traiter un sujet vaste comme la conservation des gestes. On a des partenaires qui sont aussi bien dans le domaine de la recherche avec Mines ParisTech par exemple, qui va exceller dans les domaines de la robotique et de l'IA, mais aussi des partenaires plus sur des sciences sociales comme l'Université de Paris-Nanterre, et également des partenaires comme France Travail ou les chambres de métiers qui vont intervenir à nos côtés pour explorer ces problématiques et essayer d'apporter des réponses concrètes pour les professionnels du métier. Le programme du Conservatoire est un programme qui repose sur 3 piliers. On a de la recherche, comme je viens de l'évoquer, on a de la formation et on a de la promotion. En combinant ces 3 approches, on essaye de répondre aux besoins du métier. Et cette notion de besoin du métier, elle est vraiment au cœur de nos problématiques parce que les artisans ne sont pas juste un objet d'étude, ce sont vraiment des acteurs du projet. On a de nombreux artisans, on a des manufactures comme Van Cleef & Arpels,
comme Christophe. On a également des partenaires comme le CERFAV, et je laisserai Marie-Alice en dire plus à ce sujet, mais qui sont les mains dans la matière et qui connaissent nos problématiques de fond. Pour aller plus en détail sur le projet lui-même, il faut savoir qu'aujourd'hui, la conservation des gestes est confrontée à une problématique simplement de description de ce que les mots ne suffisent pas à dire. On peut décrire une compétence, mais comment on décrit un geste? Est-ce que les mots sont suffisants? La question est ouverte et la science s'est déjà posé cette question, notamment avec nos collègues et amis du sport, avec de nombreuses technologies qui ont été développées pour faire du tracking, du bio-tracking, pour faire tout ce qui en fait permet d'enregistrer le geste humain. Ce sont des technologies qu'on connaît, que le grand public connaît d'ailleurs, puisqu'on va les retrouver dans le jeu vidéo ou dans les films d'action, les films de science-fiction. On appelle ça le motion capture, et c'est une technologie qui va permettre effectivement d'enregistrer des gestes et de les numériser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu, chemin faisant, en montant le projet, et je laisserai Marie-Alice en parler parce que Marie-Alice, avec le projet Creft, a une longue expérience de ce sujet-là, mais on s'est aperçu que numériser des gestes n'était pas suffisant pour décrire l'interaction et la transmission des métiers, et bien heureusement d'ailleurs, c'est rassurant. Nous avons donc sollicité également des sociologues, des anthropologues, des spécialistes des sciences humaines pour recueillir la parole, recueillir les émotions, recueillir encore une fois tout ce qui relève de l'indicible et qui fait partie de cette grande dynamique de transmission qui nous tient particulièrement à cœur dans le projet. À terme, l'objectif du projet, c'est plus particulièrement de développer à la fois une boîte à outils méthodologique et technologique, c'est-à-dire à la fois des techniques pour mieux transmettre les métiers d'art, en utilisant des outils numériques, mais pourquoi pas des méthodologies beaucoup plus quotidiennes, un crayon, un carnet, comment est-ce que je décris ma pratique, comment est-ce que je conserve en fait une mémoire de mon geste artisanal. Et puis également des formations à l'usage des professionnels, de manière à pouvoir les outiller dans leur quotidien. Et enfin, tout un travail de promotion qui est tourné à la fois vers la filière, mais également vers le grand public, parce que l'idée, c'est de favoriser la naissance des vocations, de continuer à favoriser la naissance des vocations, et bien évidemment de travailler auprès des professionnels pour créer une acculturation aux nouvelles technologies, parce que ces nouvelles technologies bénéficient d'un a priori qui est parfois positif, parfois négatif, mais souvent très loin de la réalité de ce qu'elles peuvent apporter. Donc notre rôle, c'est aussi d'amener cette information-là auprès des professionnels pour que les choix soient faits en connaissance de cause. Voilà. En quelques mots, les objectifs. C'est très intéressant. Donc effectivement, autant pour des jeunes qui voudraient se former que pour des formateurs qui pourraient utiliser ces supports-là ensuite dans leur démarche de formation. Les formations prévues, effectivement, sont à plusieurs niveaux et leur impact va, je dirais, d'une certaine manière, ruisseler sur l'ensemble des formations. Effectivement, ce qu'on vise, dans un premier temps, c'est de la formation de formateurs, d'enseignants, de professionnels, de maîtres de stage, parce qu'eux sont confrontés au quotidien à la question clé de la transmission de leur pratique artisanale. Mais en réalité, on s'aperçoit que dans l'ensemble des formations, la transmission, la science de la transmission de l'artisanat est relativement peu étudiée. C'est un sujet qui est complexe. À travers les siècles, on a essayé de définir des notations. C'est vrai aussi pour la danse, pour le sport, etc. Mais au final, on n'a rien harmonisé et on n'a pas d'outils dédiés. Puis ça dépend des métiers, j'imagine. Ça dépend des métiers. L'échelle du geste n'est pas la même si vous êtes un joaillier, évidemment, et si vous êtes un charpentier. Mais dans tous les cas, la question de savoir comment je documente une pratique artisanale qui engage les gestes, certes, mais tout le corps de manière totale, les émotions, les ressentis, les sensations, les odeurs, tout ça, en fait, est très holistique. En fait, d'une certaine manière. Et même si la finesse des mots permet de définir beaucoup de choses, on a des très belles encyclopédies, on pense évidemment à Diderot et d'Alembert, on pense aux Compagnons du Devoir qui font un travail magnifique sur le sujet, mais en attendant, le texte n'est pas suffisant et on est à la recherche de moyens contemporains, que ce soit d'un point de vue technologique, donc avec les technologies que je viens de citer, le motion capture, l'eye tracking, toutes ces technologies qui sont ultra sophistiquées, mais aussi d'approche beaucoup plus analogique, entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement apprendre à collecter la parole, savoir comment on la conserve, savoir comment on la transforme en base de données. D'ailleurs, notre partenaire, l'École nationale des chartes, est sur ce sujet-là extrêmement aidant. Donc la question de la mémoire artisanale est vraiment au cœur de notre projet, et c'est une mémoire vivante. Ce n'est pas uniquement pour
pallier aux problématiques de l'amnésie du patrimoine ou pour répondre aux besoins de la transmission. C'est aussi pour répondre au quotidien aux besoins de la vie des artisans. À savoir que quand vous faites par exemple un prototype, vous avez besoin de prendre des notes sur vos essais, vos erreurs. Quand vous avez des collègues qui ont des troubles musculo-squelettiques, il va falloir décrire cette situation. Pourquoi est-ce que ce mal de dos il est récurrent chez mes collègues? Là aussi c'est de l'observation, c'est de la notation. Et ça va aller en fait, ça va toucher l'ensemble du quotidien des artisans et des professionnels de l'artisanat. Donc ce sujet qui est pris par le trou de la lorgnette entre guillemets de la mémoire, en réalité il touche les pratiques quotidiennes de tous les artisans et de tous les professionnels concernés dans le secteur. Merci. Marie-Alice, est-ce que vous pouvez nous dire du coup concrètement au sein du CERFAV comment est-ce que vous développez ce projet? Oui, absolument. Donc au CERFAV, on est l'un des nombreux partenaires du projet. Et en fait, nous, on vient pour notre côté centre lié aux métiers verriers. Puisqu'en fait, pourquoi on est dans le projet? Tout simplement parce que CERFAV, on est une association, loi 1901, qui existe depuis une trentaine d'années. Mais en fait, dès ses débuts de création, l'objectif de l'association a été de sauvegarder les savoir-faire verriers, de les transmettre, d'innover, de faire de la recherche et de faire de la médiation culturelle. On est un peu atypique au niveau national, même puisqu'on est les seuls à faire tout ça, et pour le faire pour l'ensemble des métiers verriers, que ce soit le soufflage, le chalumeau, le vitrail, tous les métiers verriers, en fait, la décoration, sont chez nous, et on forme depuis l'artisanat jusqu'aux ingénieurs de l'industrie. Voilà. Et en fait, dès le départ, le ministère de l'Artisanat puis la DGE nous ont nommé pôle d'innovation pour l'artisanat, ce qui fait que c'est dans notre ADN, depuis le début de toute l'équipe, de toujours aller voir ce qu'il y a de nouveau, ce qui est d'innovant, ce qui peut apporter un plus, notamment aux artisans verriers, et voir comment on peut s'approprier des nouvelles technologies pour leur transférer et leur donner la main pour qu'ils se les approprient. Et c'est comme ça que dans les années 2000, il y avait un projet européen qui avait été lancé justement à l'initiative du CERFAV. On avait commencé en filmant des techniques verrières dans plusieurs pays européens. Donc à l'époque-là, évidemment, on ne parlait pas de réalité virtuelle et de choses comme ça, mais on avait déjà en tout cas filmé certains gestes représentatifs d'artisans verriers de certains pays et qu'on avait mis en ligne sur Internet. Ensuite, on a ouvert notre Fab Lab, on a vu comment les nouvelles technologies pouvaient aider les artisans, ne serait-ce que l'impression 3D, finalement, ça apporte un plus à l'artisan. Nous, on ne le voit absolument pas comme remplacer le travail de l'artisan, mais comme lui apporter un plus pour aller encore plus vers la créativité. Et donc, j'ai envie de dire, vers les années 2015-2016, on a commencé à s'interroger justement aux outils de captation. Et on s'est dit, si on capte les gestes, en quoi ça peut nous servir, nous, en tant que centre de recherche et centre de formation, pour sauvegarder les gestes, continuer, mais également voir si ça nous aide dans la transmission auprès de nos élèves et de nos apprentis. Et alors je vous passerai tous les projets parce que sinon on y passerait une heure, mais c'est vrai que les derniers essais qui sont intéressants, je trouve, à partager, c'est par exemple des élèves qui sont en apprentissage, qui s'intéressent aux nouvelles technologies. On a pu les former sur l'utilisation de casques pour modeler en 3D en fait leurs pièces d'études, qui ensuite ont été exposées avec les autres pièces, et en fait l'outil leur a servi sur la partie conception et anticipation, c'est-à-dire qu'ils ont modelé dans un monde virtuel la pièce qu'ils voulaient produire pour en faire des modèles imprimés en 3D, des prototypes, etc. Et ce qui n'empêche qu'après, ils sont allés dans l'atelier partager ça avec leurs professeurs et voir comment les mettre en œuvre après avec les techniques traditionnelles de pâte de verre. Et nous, on regarde, est-ce que ça nous aide dans l'apprentissage? Et on essaye de comparer, est-ce qu'on voit quelque chose de différent entre les élèves qui ont utilisé ces outils-là et ceux qui ne l'ont pas utilisé? Par exemple, est-ce que les histoires de problématiques de moule, de contreforme dans le moule, etc., est-ce que quand on est avec des lunettes, on l'anticipe et le comprend mieux que si on a juste, du coup, sa cire et son moule en plâtre à faire? Est-ce que ça aide le prof? Et c'est le cas? Est-ce que justement... Alors, pour l'instant, on a eu le sentiment que c'était le cas, mais on n'est qu'au début des essais, donc je ne veux pas trop m'avancer dessus. Évidemment, ça va dépendre des personnes. Je suis trop curieuse. Ouais, voilà. Mais c'est une très bonne qualité. Mais en tout cas, on poursuit là-dessus. Et donc, c'est ce côté aussi, peut-être quand on en a parlé avec Héloïse, qu'elle nous a parlé du projet et qu'on a rattaché le groupe, c'était aussi le côté d'avoir la chance d'être à la fois une sorte de laboratoire pédagogique, puisque du coup, on a la chance d'avoir à la fois des profs, des élèves, mais aussi des chercheurs et un labo dédié. Donc, en fait, on peut aussi faire justement ces plans d'expérience et tester dans le concret avec des apprenants l'impact de ces outils-là pour la transmission. Oui, c'est important, et j'imagine que c'est très intéressant de voir un peu émerger justement voilà, peut-être des nouvelles formes d'apprentissage, des nouveaux supports. Est-ce que les jeunes justement sont... J'imagine que les jeunes sont plutôt appétents envers les nouvelles technologies. Alors, la plupart, mais pas tous. Mais pas tous. Il y en a aussi qui sont là justement parce qu'eux ne veulent que toucher la matière et certains ne veulent pas forcément aller vers les nouvelles technologies. On a un peu de tout. Mais
finalement il y a de la place pour tout le monde. C'est aussi un peu ça, et effectivement de l'envisager comme un outil, on peut plus facilement aussi aller vers cette technologie-là en fait, parce que elle n'est pas amenée à remplacer de toute façon la main de l'artisan. Ah non, absolument pas. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que justement, les élèves qui s'approprient ces outils-là reviennent challenger les chercheurs. Parce que du coup, ils ont des tas d'idées qui émergent, auxquelles les chercheurs n'ont pas forcément pensé. Et du coup, ça poursuit encore plus loin la recherche. Ça fait un cercle vertueux très intéressant. Oui, effectivement. Donc on a parlé des métiers liés aux arts verriers. Est-ce qu'il y a d'autres métiers justement sur lesquels vous avez commencé à travailler un peu plus concrètement? Parce que j'imagine qu'on peut faire ça avec tous les métiers, évidemment. Mais est-ce qu'il y a déjà des professions? Alors il y a effectivement déjà une demi-douzaine de métiers qui sont concernés par le projet. À savoir qu'en plus des arts verriers, on va retrouver le métier d'orfèvre, le métier de joaillier, le métier de gantier, le métier de sellier nautique, et le spectre des métiers va s'ouvrir petit à petit. On a des métiers qui sont déjà présents à l'origine du projet, mais on a une deuxième salve de motion capture qui est prévue en année 2-3, c'est-à-dire que là on est en année 1 du projet. Et en année 2 et 3, c'est vraiment le début. L'idée, c'est d'élargir, mais pour élargir, on avait besoin de se baser sur un certain nombre de métiers tests, d'être en confiance aussi avec des partenaires qu'on connaît et qui ont un appétit pour les nouvelles technologies. Et ensuite, on ira vers d'autres métiers. Mais on a déjà d'autres partenaires qui sont en vue et qui sont très désireux de rejoindre le projet. Donc, on est assez réjouis. La question qui nous intéresse particulièrement, c'est de couvrir les différentes situations que les professionnels de l'artisanat peuvent rencontrer, que ce soit en termes d'échelle du geste, on en a parlé tout à l'heure, mais également en termes de situation de travail, entre un métier d'extérieur encordé, comme un métier de couvreur par exemple, et un métier en intérieur avec des gestes de précision. Les problématiques vont être très différentes. On va retrouver des troncs communs, ça c'est évident, mais on n'anticipe pas encore, et c'est tout l'intérêt de cette exploration, quelles vont être les différentes problématiques de chacun. J'imagine que sur un chantier, la parole porte plus haut que dans un atelier, et que peut-être on utilise des gestes pour communiquer ensemble. Connaître tous les métiers, c'est une ambition qui est noble, mais qui est, je pense, inatteignable. Mais par contre, essayer de trouver des métiers qui soient caractéristiques de situations type, ça c'est vraiment important. Donc on continue à avancer sur ce sujet de manière à élargir notre spectre et à avoir une représentation à peu près équilibrée des différents types de métiers. Et ça se retrouve aussi sur les structures auxquelles s'adresse le projet, parce qu'on va s'adresser aussi bien à des toutes petites structures, à des TPE, PME sur lesquelles on va avoir finalement des effectifs réduits, mais des enjeux de transmission avec un temps aussi qui est assez limité, comme on peut s'adresser à des entreprises, à des manufactures, comme par exemple les manufactures du mobilier national, qui seraient susceptibles d'avoir ce type d'outils, ou à des groupes plus importants dans lesquels on va avoir des métiers de niche aussi, pour lesquels des enjeux de préservation et de transmission sont importants. Donc le comité Colbert, qui fait partie aussi des partenaires du projet, comme les métiers d'excellence LVMH, sont intéressés aussi, même si les positionnements évidemment d'entreprise ne sont pas les mêmes, mais ce qui est au cœur du sujet, c'est l'artisan, et c'est sa pratique et sa transmission. Est-ce que ça pose aussi une question un peu de propriété intellectuelle du geste de ces artisans qui peut-être donnent accès à leur savoir-faire? Alors aujourd'hui, un musicien est un interprète, et son geste lui donne droit à une propriété intellectuelle. Personne ne remet en question cette propriété-là, en tout cas en France et dans les pays européens. La question de la propriété du geste artisan est un non-dit, est un impensé de la propriété intellectuelle, et c'est aussi un sujet qui nous intéresse particulièrement, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui explique que les Stradivarius soient de ce niveau de qualité? Est-ce que c'est juste un matériau et un enchaînement de processus de fabrication, ou est-ce que le geste a une virtuosité dans son interprétation qui va faire que ce violon-là est meilleur qu'un autre? Aujourd'hui, on n'en a pas la réponse, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la question de la propriété du geste fait débat pour des tas de raisons. Elle peut
être totalement justifiée dans certains cas, moins dans d'autres. À quel moment on est un interprète, à quel moment on est un exécutant. Cette frontière, elle est très floue et elle pose finalement la question de la créativité dans l'artisanat, qui est vraiment universelle. Sujet sur lesquels on n'a aucun doute, mais qui a effectivement ses limites en fonction de savoir si on est plutôt dans un geste de production, dans un geste de création, dans un geste de développement. Donc cet univers-là, il est encore à explorer et ça fait partie des sujets passionnants qu'on va traiter. Oui, en fait, comme c'est le début des recherches, en fait, là, vous amorcez un chantier énorme sur l'intégralité de ces métiers pour mieux les connaître. Alors en toute humilité, c'est surtout nos partenaires qui font ce travail énorme. Nous, on est là pour faire converger l'ensemble des démarches, que ce soit au niveau du CERFAV, au niveau des différentes CMAR, Aura et PACA qui travaillent avec nous. L'ensemble des partenaires, en fait, ont tous des trajectoires de recherche qui étaient préexistantes, qui continueront probablement après. Et tout l'intérêt de ce projet, c'est de faire converger des démarches qui fonctionnent en parallèle, qui parfois avaient déjà donné lieu à des collaborations comme Creft, mais qui là nous permettent de renforcer une dynamique. Et on peut, je pense, être fier d'avoir réuni tous ces acteurs de l'artisanat, de la recherche, de la promotion des métiers autour de ce sujet-là. J'espère que ça fera date et qu'on continuera à travailler ensemble, même au-delà du projet, parce que le besoin, il est réel. Et puis, créer une encyclopédie des gestes de métier, c'est pas quelque chose qu'on fera en 5 ans. Donc on aura besoin de continuer à tous travailler ensemble. Donc oui, c'est incommensurable et on n'a pas l'ambition de le faire en 5 ans, mais on est heureux d'ouvrir cette voie-là et de l'ouvrir bien accompagné avec nos partenaires. Vous voulez ajouter quelque chose, Oui, je peux peut-être du coup rebondir parce qu'effectivement, le projet Creft, vous en parlerez dans une autre émission avec son responsable David Arnaud. Mais pour le coup, on a eu des expériences justement grâce au ministère de la Culture où on a pu capter des gestes. Et justement, ça nous a permis aussi de vérifier quel outil de captation était pertinent ou pas pour les gestes, parce qu'on ne capte pas un geste verrier facilement. Voilà, le simple combinaison souvent ne suffit pas, surtout pour les doigts. Mais en tout cas, on a pu reproduire par exemple le Christ de Wissembourg, qui est le plus vieux vitrail en France, qui est au musée à Strasbourg. Et en fait, on a recapté les gestes. Et là, c'est notre formatrice interne vitrail qui a reproduit les gestes qui ont été captés et qui sont disponibles sur Internet. Et de la même manière, toujours avec un financement du ministère de la Culture, on a pu en fait reproduire une œuvre des Blaschka. Donc les Blaschka étaient des verriers de père en fils qui ont produit, sont très connus dans les musées aquariums surtout, parce qu'ils ont produit beaucoup d'invertébrés marins qui servaient pour la formation justement. Et en fait, on a travaillé avec un meilleur ouvrier de France, Frédéric Demoisson, qui a recherché les gestes pour tenter de reproduire une de leurs œuvres qui est exposée au musée. Et en fait, on a pu capter tous les gestes qu'il a utilisés pour reproduire ses œuvres. Donc là, bon, on va dire exécutant, mais quelque part, il a dû quand même rechercher quels gestes, parce que c'était des gestes anciens. Donc là, toute la question se pose sur la propriété de ces mouvements-là, oui, absolument. C'est très intéressant et ça permet aussi de mieux connaître le patrimoine, en l'occurrence sur ces sujets-là où on sort un petit peu du métier d'art et de la création, mais ça déborde finalement, ça peut ruisseler sur d'autres sujets. Je voudrais juste ajouter un dernier point. Il y a sûr. beaucoup de fantasmes sur l'innovation et l'artisanat. Parfois, on en a très peur. Parfois, on imagine que ça va changer le monde comme une baguette magique. En réalité, l'innovation fait partie de l'ADN des artisans. De tout temps, les artisans ont participé à l'innovation. Gutenberg était orfèvre. Les artisans sont des innovateurs nés, je pense. Et c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui fait partie de nos missions dans le Conservatoire des gestes. Ce qui fait qu'on a mis en place un programme de conférences sur l'innovation et l'artisanat qui s'appelle Nouvelles perspectives artisanales, qui va démarrer fin novembre et qui va se dérouler sur 6 mois jusqu'au début juillet, où on abordera toutes ces questions liées à l'innovation et à l'artisanat. Et là, on va brasser très large, on ira des nouveaux matériaux biosourcés jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par le craft hacking ou par d'autres approches de l'innovation. Et l'idée, c'est vraiment de déconstruire les fantasmes liés à l'innovation et de faire en sorte qu'on puisse utiliser l'innovation non pas comme un étendard, mais vraiment comme un outil du quotidien dans le développement des pratiques artisanales. Donc je vous invite à regarder notre site à l'occasion, tout sera mis en ligne et j'espère que vous serez nombreux à venir y assister. En tout cas, ça donne envie, effectivement, de suivre un peu toutes vos aventures au sein de ce campus et du CERFAV aussi, tout ce que vous faites. Je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cet échange.
Si vous souhaitez revoir cette émission ou découvrir nos autres sujets, je vous invite à suivre notre plateforme YouTube sur la chaîne Atrium Patrimoine et Restauration. À bientôt et merci.